Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information. Un journal que nous commençons par les titres. Après 3 ans au Sénégal, l'ambassadeur de France quitte notre pays. Nicolas Normand a rendu visite aujourd'hui au chef de l'État pour dire au revoir et a été élevé au rang de grand officier dans l'Ordre national du Lion. Premier vendredi du Ramadan, le chef de l'État prie à la mosquée omarienne à la grande mosquée de Dakar. Une affluence plus importante que d'habitude a été notée. Dans notre rubrique quotidienne Ramadan, nous allons vous parler aussi du rush pour l'achat des tasses et ustensiles de cuisine. Le dossier de ce vendredi porte sur les mécaniciens, un métier qui doit s'adapter avec la révolution électronique notée dans l'évolution de la voiture. Les mécaniciens sénégalais sont-ils au diapason? Le dossier du jour va apporter une réponse. La Centrafrique compte sur le leadership du chef de l'État pour intégrer le cercle des grands pays africains. Michel Djotodia a dépêché un envoyé spécial à Dakar. C'est pour une coopération économique plus dynamique avec le Sénégal et d'autres grands d'Afrique à travers la CEDEAO dans un premier temps. Ibrahim Bokoum répond aux questions de Pape Biram Biguendiaï. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Michel Djotodia Amdoroko, à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Ce message a trait à développer surtout les relations entre nos deux pays. Cette coopération d'abord, ça va aller entre la République centrafricaine et le Sénégal d'abord, en vue de nous promouvoir au niveau de la CEDEAO, et dans le futur au niveau de l'Union africaine. On veut d'abord une coopération sous-régionale et après à l'échelon africain. On attend tous les soutiens du président de la République et surtout de ses relations avec ses pairs africains de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir essayer d'intégrer la République centrafricaine au concert des nations africaines. Son Excellence Nicolas Normand quitte notre pays après 3 ans de fonction d'ambassadeur. L'ambassadeur de France à Dakar salue la collaboration avec l'État du Sénégal dans le cadre d'une coopération exemplaire entre nos deux pays. Il a été élevé au rang d'officier dans l'Ordre national du Lion. Il est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Nous vous faisons grand officier dans l'Ordre national du Lion. Parmi mes souvenirs du Sénégal, la relation que j'ai eue avec le président Macky Sall compte énormément. Vous savez que je l'ai beaucoup rencontré lorsqu'il était dans l'opposition, à son domicile. Parfois même, il venait à mon bureau, je l'ai vu dans différents lieux. Et son élection a été un grand moment, évidemment, de la vie du Sénégal et de ma carrière aussi. Et ensuite, les relations que j'ai eues avec lui comme président ont toujours été très fortes, très importantes. Et je crois d'ailleurs que son élection a coïncidé avec une relance importante de la coopération entre la France et le Sénégal. Il y a eu une multiplication de visites. Le président Macky Sall à Paris, le président François Hollande ici. Ils se sont déjà rencontrés au moins 4 fois. Et de nouveau, ils se rencontrent en septembre en France à Nice et encore à Paris à la fin de l'année 2013 aussi. Donc il y a une intensification très forte des relations entre les deux pays. La France prête à accompagner le Sénégal dans la relance du parc national de Niokolo-Ba et sa nouvelle politique touristique. Des engagements pris hier par l'ambassadeur de France au Sénégal, Nicolas Normand, était en séance de travail avec le Premier ministre. Nous l'écoutons au micro de Dahaba. La France et je pense l'ensemble des partenaires du Sénégal apprécient énormément l'action du Premier ministre. C'est un homme d'une grande rigueur, d'une très grande compétence, un grand travailleur. Et donc c'est une des garanties de ce redressement et de cette bonne gouvernance que nous constatons au Sénégal. Il en est l'un des symboles forts. Alors sur les thèmes que nous avons discutés, 2 volets de la bonne gouvernance. Le premier volet, c'est tout ce qui est l'amélioration de la régularité, tous les aspects de contrôle et de bonne utilisation des ressources publiques. Deuxième volet de la bonne gouvernance, c'est l'opportunité des dépenses, c'est-à-dire quel est le bon plan de développement pour le Sénégal
Et nous avons donc discuté du suivi de la stratégie nationale de développement économique et social, des sujets économiques ponctuels, aussi des sujets d'environnement, notamment la question du parc national de Nyokolokoba, qui est en péril. C'est un patrimoine extraordinaire pour la biodiversité, donc il faut le faire plus connaître de la communauté scientifique internationale. Et ça peut être la base d'une coopération avec la France, faire revenir les touristes dans ce parc. Ceci d'ailleurs a fait une transition avec la politique touristique du Sénégal. Et nous avons aussi évoqué les différentes mesures pouvant être utilisées pour renforcer le tourisme au Sénégal. Et là, je parle avec un intérêt particulier puisque je quitte le Sénégal et je reviendrai en touriste, mais ça n'a pas d'importance, c'est anecdotique. Ce qu'il faut, c'est que le tourisme apporte des ressources au Sénégal. C'est une des valeurs sûres de ce pays, grâce à la fois à la beauté, aux ressources naturelles du Sénégal et grâce aussi à l'accueil extrêmement chaleureux de sa population. La France décide à apporter son appui au Sénégal pour la relance du parc Nyokolokoba. Premier vendredi du mois de Ramadan, le chef d'État à la mosquée omarienne cet après-midi pour une démarche de foi. Le président Macky Sall a pris part à la prière du vendredi. À cet effet, les serviteurs de la famille omarienne a prié pour un Sénégal de paix dans l'union des cœurs. Thierno Madani Tall a appelé les fidèles musulmans au pardon et à la solidarité. Babiram Bigenyaï. C'est une démarche de foi que le chef de l'État effectue à la mosquée omarienne. Le premier vendredi du mois béni de Ramadan, symbole d'unité, d'intense ferveur religieuse et de communion, marque une étape importante dans la marche des préceptes de l'islam. Ce sont des moments d'union, de pardon, avec des retrouvailles teintées de souvenirs. La prière dirigée par l'imam Thierno Seydou Nourou Tall reflète l'image d'un bon début de Ramadan. Après la prière, le serviteur de la famille omarienne a salué l'estime toujours renouvelée du chef de l'État à l'endroit de la communauté. Plusieurs fois, le président Macky Sall s'est déplacé à la mosquée omarienne pour sacrifier à la traditionnelle prière de vendredi. Aujourd'hui, le contexte renvoie au mois béni de Ramadan, au jour de commémoration d'une grande symbiose spirituelle pour marquer un événement tout à fait unique et particulier pour tous les musulmans. Thierno Madani Tall a prié pour un Sénégal de paix dans l'unité des cœurs où l'esprit de solidarité guide les pas de chaque musulman. À la fin de la prière, des fidèles musulmans présents à la mosquée omarienne ont communié avec le président Macky Sall. C'est le symbole d'une parfaite proximité avec un peuple toujours attaché à son président. Nous restons dans notre rubrique Ramadan avec la prière du premier vendredi, ce mois béni de Ramadan à la grande mosquée. L'affluence des fidèles était plus importante que d'habitude. Les musulmans sont venus sacrifier à ce rituel en masse, nous dit Hamidou Diop. C'est une marée de fidèles qui a répondu présent à l'appel du muezzin pour cette prière du premier vendredi du Ramadan. D'habitude, à la grande mosquée de Dakar à 7 h, il restait des espaces dans les rangées. Mais aujourd'hui, même ceux qui avaient l'habitude de venir prier ici chaque vendredi ont du mal à avoir une bonne place. Comme j'ai l'habitude de venir ici avec mes collègues, souvent nous étions dans les 3 ou 4 ou 5 rangées. Mais pour nous, malheureusement, on est tombé exactement au 15e ou 10e rangée. Donc, ce qui prouve exactement qu'il y a beaucoup plus de monde pour ce premier vendredi. Depuis le début de ce mois béni, c'est le temps de privation chez les musulmans. Ramadan oblige, Ibrahim Mendy vient prier aujourd'hui seulement à la grande mosquée de Dakar. J'ai choisi de prier à la grande mosquée ce vendredi parce que je veux que Dieu exauce mes prières. Même le comité d'organisation de la prière à la grande mosquée s'en est rendu compte. L'affluence des fidèles ce vendredi n'est pas observée tous les jours. Le premier vendredi ou tous les vendredis qui suivent, nous accueillons beaucoup de fidèles, particulièrement beaucoup plus nombreux que d'habitude.
Et cela s'explique simplement par le vœu des musulmans de pratiquer le ramadan comme le Seigneur subhanahu wa ta'ala l'a prescrit dans le Coran. Et les gens sentent qu'ils ont été un peu négligents par rapport aux autres vendredis. Et le mois de ramadan, ils en profitent pour mettre le paquet le maximum. Comme on dit souvent, c'est une promotion des musulmans et les gens viennent nombreux pour prier. La prière du vendredi est une obligation pour tout un musulman. En période de ramadan, la négligence diminue. Chaque fidèle veut récolter le maximum de bienfaits dans cet acte fortement recommandé par le Seigneur. Le ramadan est une période pendant laquelle les habitudes alimentaires changent. Des changements qui se répercutent dans l'usage des ustensiles. Un rush est noté notamment pour les tasses, nous dit Awandiaï. En ce début du mois béni de Ramadan, les ustensiles les plus prisés sont les tasses, les cuillères, entre autres. Les clients achètent parfois en grande quantité pour préparer le premier repas destiné à la rupture du jeûne. Je vends des tasses et autres bagages, ça marche très bien pendant le début du Ramadan. On rend grâce à Dieu. Avant le Ramadan, je vendais des vêtements pour bébés. À l'approche de la Korité, on change. On va vendre des vêtements, des chaussures. Les femmes sont les principales acheteuses. Pour certaines, les prix sont assez élevés, mais il y a un bon rapport qualité-prix. Je suis venue acheter un thermos et des tasses, et des fourchettes et des cuillères pour le Ramadan. Vraiment, c'est cher. Les prix sont chers en ce moment. Au niveau des feux rouges et sur les trottoirs, c'est le même décor. Les vendeurs se frottent les mains. En ce moment, je vends des carafes. Avant, je vendais des bouillons. Avec les ustensiles, on s'en sort bien. Moi, je vends uniquement des tasses. J'achète 2 douzaines et avant la fin de la journée, je me retrouve avec 0 tasse. Je vends tout. Pendant le Ramadan, il faut adapter le commerce en fonction des demandes. Il est important, selon certains vendeurs ambulants, de changer d'habitude commerciale. Le mois béni de Ramadan rime avec la solidarité. Prier, ne pas rester en rade. La Fondation Servir le Sénégal a distribué du Ndougou dans les artères de la capitale. Il s'agit là d'un acte de bienfaisance, le deuxième du genre depuis sa création. Lamine Touré. Rien n'est de trop pour venir en aide aux musulmans démunis en ce mois béni de Ramadan. La Fondation Servir le Sénégal a arpenté les rues de la capitale le temps d'une journée pour approvisionner les nécessiteux. Nous avons distribué depuis ce matin de la nourriture aux personnes démunies à Dakar. C'est un acte de solidarité qui s'inscrit dans le programme de la Fondation. Pour cette opération, on a mis à la disposition des pauvres 2500 sachets remplis d'aliments. Une opération symbolique d'une grande importance dans la religion musulmane. Du lait, du sucre, du riz ont été gracieusement distribués en plusieurs endroits de Dakar. La Fondation Servir le Sénégal vient ainsi jouer sa partition à l'élan national de solidarité qui reste fortement marqué pendant ce mois de privation et de bienfaits. Le quota des pèlerins pour la Mecque 2013 est revu à la baisse. C'est une volonté des autorités saoudiennes. De 10 500, les pèlerins sénégalais passent à 8 400. Sénégal Airlines est choisi pour envoyer les pèlerins. Un conseil interministériel présidé par le Premier ministre s'est tenu ce matin pour la préparation du pèlerinage à la Mecque, nous dit Habibou Mbaye. Le Sénégal a une longue tradition de convoyer au lieu saint de l'islam des milliers de pèlerins. Cette année, vu les travaux en cours autour des bâtiments qui jouxtent la Kaaba, les autorités saoudiennes ont revu tous les quotas à la baisse. Le nombre de bâtiments, le nombre d'immeubles disponibles a été sérieusement réduit, ce qui va impacter sur le nombre de pèlerins qui vont être présents à la Mecque au lieu saint. Tous les pays non arabes ont vu leur quota réduit de 20%. Les pays arabes de 50%. Nous avons au Sénégal un quota de 10 500 pèlerins qui nous est alloué annuellement, mais ce quota va baisser de 20%, donc nous nous retrouverons avec un quota de 8 400. Ce qui va impacter sur la répartition entre les pèlerins qui vont être encadrés par la mission d'encadrement officielle et les pèlerins qui vont être convoyés par les voyagistes privés. En conseil interministériel, le Premier ministre Abdoul Mbaye a exhorté les convoyeurs sénégalais à veiller, entre autres points, sur le choix des missionnaires pour assurer un bon encadrement
Et le nouveau commissaire général au pèlerinage semble prendre la mesure de la tâche. Pour l'organisation du pèlerinage, de toute façon, dès que vous êtes dans une situation, c'est analyse, identification, résolution. Ça, c'est l'approche scientifique, c'est ce que vous avez, non? L'analyse, c'est l'état des lieux, c'est la prise de contact avec les gens avec lesquels nous travaillons, le voyage en Arabie Saoudite, c'est la prise de contact avec les chefs religieux, avec tous les commissaires disponibles qui sont passés là-bas pour recueillir leur expérience. Le premier vol prévu pour le 22 septembre, le choix de la compagnie Sénégal Airlines n'a pas été facile. Cette année, 2 Airbus 330 relativement neufs vont assurer la rotation. Des avions relativement adaptés à ce type de transport et qui vont permettre d'acheminer dans d'assez bonnes conditions, nous l'espérons, les pèlerins pendant la phase aller tout aussi bien que la phase retour. Nous avons quand même convenu que Sénégal Airlines, disposant d'un personnel adéquatement formé, qui a une très grande expérience dans l'organisation des pèlerinages, qui a une très forte logistique ici et qui a aussi une logistique à la Mecque, nous avons convenu que comme elle s'alignait sur les prix les meilleurs qu'on a pu trouver, qu'elle était la mieux disante. Et nous avons retenu la compagnie Sénégal Airlines pour un prix de 1 069 000, y compris la RDIA. Nous sommes en train d'étudier maintenant dans quelles conditions la RDIA pourrait être éventuellement exonérée, parce que quand on demande la qualité, il y a un prix. Les autorités sénégalaises lancent ainsi un appel aux futurs pèlerins de s'y mettre à temps, car dès l'atteinte du quota fixé par les Saoudiens, aucune dérogation ne sera possible. Le Sénégal est champion de la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est le groupe intergouvernemental d'action qui en a fait la révélation au cours de sa 4e session annuelle d'information. La rencontre a été organisée à l'attention des ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires au développement. Philomène Constance Diagne. Une brève présentation de l'évolution du GIABA partant de sa date de création à nos jours a permis de mesurer son importance dans la sous-région. Selon le rapport 2012, beaucoup d'efforts ont été enregistrés dans la lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux dans les pays de la CEDEAO. La mandate consistait à élaborer des stratégies et aider le pays à protéger l'économie contre l'abus de la blanchiment des produits de la criminalité. Des preuves concrètes avec le retrait de 2 pays de la liste publique du groupe d'action financière, le GAFI, le Ghana et le Nigeria, dont leurs ambassadeurs ont tenu à témoigner. Cet état des lieux a encore assuré. Une fois de plus, nous apprécions les efforts du GIABA et nous sommes prêts à le rejoindre dans son plaidoyer. Au nom de mes collègues, je tiens à assurer le GIABA et les autres intervenants que les connaissances acquises à partir de cette session seront déployées dans l'éducation de nos ressortissants au Sénégal et les effets négatifs. Sur les effets négatifs du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier sur nos économies fragiles. La lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme est cruciale, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais je dirais partout dans le monde. Et je crois que ce qui est encore plus important, c'est d'assurer cette fluidité, cette circulation de l'information pour que les différents partenaires, que ce soit le FATF ou les entités de type FATF comme le GIABA, mais aussi de manière plus générale, puissent coopérer, puissent collaborer pour être la plus efficace possible contre ces fléaux que nous reconnaissons tous. Ce partage d'informations avec les diplomates africains et les partenaires au développement a permis à ces derniers de renouveler leur engagement auprès du GIABA. C'est pour moi le lieu de réaffirmer l'engagement et la volonté du gouvernement du Sénégal d'apporter de manière continue et permanente son soutien à l'action du GIABA et à l'accompagner dans sa lutte franche, vigoureuse et déterminée contre les activités criminelles de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En Afrique de l'Ouest, seuls la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry n'ont pas encore voté de loi pour condamner ces fléaux. Le GIABA compte poursuivre ses efforts avec l'appui des partenaires. Objectif, réduire le taux des capitaux blanchis dans la région, estimé à 12 milliards de dollars. Une patrouille fluviale conjointe Sénégal-Mauritanie, première du genre, s'est déroulée dans la
période du 2 au 7 juillet dernier sur le trajet Podor-Saint-Louis. Cette manœuvre militaire a permis aux deux armées de marquer leur présence face aux différentes menaces qui secouent la sous-région. Louis-Philippe Sagnan. Un exposé sur le déroulement des opérations a précédé l'exercice final. Grâce à une embarcation du génie militaire, les autorités ont pu regagner le meilleur emplacement pour suivre de près cette manœuvre conjointe. Nous sommes dans une région où plusieurs menaces pèsent. Le terrorisme, la piraterie au sud, au golfe de Guinée, les trafics de tout genre qui détruisent, peuvent porter préjudice à nos populations et à nos intérêts. Donc chaque pays sait que seul, il ne peut assurer la surveillance de ses frontières. La coopération est une exigence, surtout quand il s'agit de pays frères qui ont un passé en commun et qui auront un avenir en commun aussi. Le fleuve, c'est un lieu de recueil de renseignements, d'abord de coopération avec les populations, d'aide aux populations, mais aussi recueil de renseignements. Parce qu'il y a des populations qui vivent au fleuve qui ne sont pas vues au plan terrestre. Donc le fait d'être là-bas sur le fleuve, on va donc renforcer la coopération avec eux et donc glaner des informations qui pourront nous aider demain à contrer tout ce qui est acte nuisible par rapport donc à la sécurité. Face aux différentes menaces, les États doivent prendre leurs dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et cette mission doit être permanente. Les préoccupations du moment, c'est de faire en sorte que nos pays soient vraiment dans des stations sécurisées. Que les populations à l'intérieur de ces zones sentent que l'État, à travers son armée, la police, la gendarmerie, prend toutes les fois que cela est nécessaire, des dispositions pour que la sécurité puisse prévaloir dans nos cités. Le partage des renseignements va faciliter la prévention des risques. La Mauritanie et le Sénégal comptent renouveler ces patrouilles fluviales pour mieux marquer une présence effective des forces. Je vous livre à présent ce communiqué portant établissement des relations diplomatiques entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement des Tuvalu. Le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement des Tuvalu, désireux de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays, guidés par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ainsi que du droit international, notamment le respect et la promotion de la paix et de la sécurité internationale, l'égalité entre les États, le respect de la souveraineté nationale, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, des traités internationaux et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États ont décidé d'établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs conformément aux dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques à compter du 1er juillet 2013. Je vous signale que Tuvalu est un État de la Polynésie, c'est dans l'océan Pacifique. Je vous le disais dans les titres de ce journal, beaucoup de mécaniciens ont du mal à réparer les véhicules électroniques. Le manque d'équipement en est la cause principale. Le tâtonnage se limite avec les anciens modèles de véhicules, l'absence de sites appropriés et la présence massive des pièces détachées de contrefaçon constituent également des obstacles à l'exercice du métier. Les patrimoines des garages mécaniques ne facilitent pas l'effectivité du respect du code de l'environnement. Le dossier du jour avec Diana Badja qui nous fait découvrir l'univers des mécaniciens. Au Sénégal, la plupart des mécaniciens ne sont pas préparés à l'arrivée des véhicules modernes. Des mécaniciens ont mis par exemple 2 ans pour réparer cette voiture. Raison essentielle, manque d'appareils adéquats pour détecter la panne. La plupart des véhicules sont électroniques, donc si tu n'as pas de matériel sophistiqué, tu ne peux pas travailler là-dessus. Le matériel coûte cher. Il est impossible de réparer les nouveaux véhicules sans un matériel moderne. Sinon, il est plus facile de les gâter que de les réparer. Le matériel moderne permet de voir si c'est l'injecteur ou la pompe d'injection, par exemple, qui est en panne. Ces dernières années, le parc automobile se renouvelle avec de plus en plus de véhicules électroniques. L'adaptation des ouvriers à cette donne devient une nécessité. Tanor Fall l'a bien compris. En plus de sa formation initiale, il a suivi des cours en électronique et s'est donné ensuite les moyens de s'équiper. Sans ce matériel, je ne peux rien faire. Je fais des économies pour m'équiper. Sinon, tu peux même détruire carrément le véhicule de quelqu'un et là, tu risques la prison. Grâce à cet équipement,
La panne se détecte en quelques minutes. Pour ce véhicule, c'est la soupape EGR qui est défectueuse. Une fois le diagnostic établi, il faut le plus souvent changer la pièce. Et là, un nouveau casse-tête commence. Diplômé du lycée technique de la Fosse en mécanique, Khadim Sek fait le tour des magasins. C'est la pièce que je cherche. Vous l'avez? Vous ne l'avez pas? Ok. Dans un marché inondé de contrefaçons, il faut de la persévérance pour trouver la bonne pièce. C'est difficile d'avoir une bonne pièce. Les pièces détachées viennent d'un peu partout, sans contrôle. L'État doit faire quelque chose pour régulariser ce secteur. Le marché est libre, il est donc libéré. Il y a de vraies pièces, donc des pièces originales, comme il y en a qui sont de contrefaçon. L'introduction de la contrefaçon, d'ailleurs, ne nous facilite pas la tâche. Pour limiter le risque de panne, il est conseillé de veiller à l'entretien de certains organes du moteur, comme le filtre à air, la cartouche d'huile et la cartouche de gasoil. Néanmoins, d'autres facteurs peuvent intervenir. Au Sénégal, les pannes de pompe et d'injection sont fréquentes. C'est dû à la mauvaise qualité du gasoil. En plus de tout cela, beaucoup de mécaniciens ne disposent pas d'un local adéquat pour l'exercice du métier. Cela favorise l'occupation anarchique de l'espace. Ici, à la Médina rue 1, les riverains s'en plaignent. Ça fait des années que ça dure. Et là, vraiment, ça devient de plus en plus pire, quoi. Ça devient de plus en plus pire. Parce qu'avant, bon, il n'y avait que quelques qui travaillaient et rentraient le soir, mais maintenant, on peut dire qu'ils ont installé le garage ici. Et ça ne peut pas continuer. Nous avons déjà une demande auprès de la mairie de Dakar pour qu'elle trouve des sites de recasement pour qu'on puisse continuer notre travail. La mairie de Dakar a déclenché l'opération de désencombrement des artères de la capitale. Elle a trouvé des sites de recasement pour les marchands tabliers, mais les mécaniciens n'ont encore rien de concret pour le recasement. Nous ne pouvons pas, comme ça, dire quels sont ces sites et où ils se trouvent. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est de les inviter à des concertations, à des discussions et à des recherches pour qu'ensemble nous puissions trouver ces sites, avec l'État bien sûr, et qu'on puisse voir même les équipements. La présence de garages de mécanique un peu partout détruit la qualité de vie et crée des nuisances au voisinage. Pire, elle rend difficile l'application des dispositifs du Code de l'environnement qui date de 2001 et qui permet à la division des établissements classés de contrôler régulièrement les garages de mécanique pour le respect de l'environnement. Quand c'est de petites unités, des unités émiettées, là c'est un peu plus compliqué. On ne pourra agir que sous la forme de prescriptions générales qui sont contenues dans le code. Donc vous voyez, ça devient un peu général. Et là, nous ne pourrons agir que s'il y a par exemple des plaintes de voisinage. Dans les garages de mécanique, l'huile noire est versée à même le sol. Sans parler de la pollution sonore. Pour le moment, l'environnement et les riverains qui en pâtissent doivent prendre leur mal en patience en attendant que des solutions soient trouvées. Le dossier du vendredi signé Diana Badia qui nous a promené dans l'univers des mécaniciens. Le réseau des jeunes femmes entrepreneurs REGEF s'engage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Ces femmes ont organisé une journée de consultation et de dépistage au centre de santé Gaspard Camara. L'objectif est de favoriser la prévention et la lutte contre le cancer, nous dit Ablaziz Ban. Le centre de santé Gaspard Camara a refusé du moindre à l'occasion de ces journées de consultation gratuites. Le réseau des jeunes femmes entrepreneurs veut, à travers ce geste, lutter plus efficacement contre le cancer du col de l'utérus et du sein. C'est ce qui touche les femmes en général. Donc nous sommes des femmes, de jeunes femmes, et nous voulons, si on dit réseau jeunes femmes entrepreneurs, si nous voulons travailler, il faut d'abord que nous nous occupions d'abord de notre santé. Donc c'est pour ça que nous voulons d'abord faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, aider des femmes à le faire. Nous voulons surtout dépister et suivre
Parce qu'en général, il y a seulement des journées de dépistage, il n'y a pas de suivi. Je suis très contente de l'organisation de cette journée de consultation gratuite. Les femmes sont venues de partout pour se faire dépister. Il faut essayer de décentraliser ces journées. Le ministre de la Santé a honoré de sa présence cette journée de consultation gratuite. Abomari Kolsek a eu droit à une visite guidée du centre de santé. Elle a salué l'initiative prise par le REGEF. En réalité, c'est une demande qui est forte de la population, car on peut, quand il y a des lésions qui ne sont pas graves, les traiter et ne pas attendre d'avoir un cancer. Ce qui fait que cette initiative est importante, car les maladies non transmissibles comme les cancers sont de plus en plus nombreuses. Et ces maladies-là doivent être également des priorités au niveau de notre agenda. Cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein constitue une première phase test. Elle va s'élargir avec le temps à d'autres communes d'arrondissement de la ville de Dakar. 120 conducteurs de calèches et de charrettes ont reçu des attestations de fin de formation au code de la route. Le ministère de l'Élevage, en partenariat avec le bataillon du train, a lancé cette initiative pour une réduction des accidents de la route. Aminata Mengiaye a profité de l'occasion pour les inviter à promouvoir la santé animale. Damsila. Aujourd'hui, le constat est que beaucoup de cochers ne maîtrisent pas le code de la route. Il suffit simplement de jeter un regard sur le transport hippomobile à Dakar. On retrouve les calèches et charrettes circuler en dehors de la zone bleue, la zone qui délimite le périmètre de circulation. Pour une meilleure connaissance des règles, 120 cochers sont formés au camp Moussa Dioum de Bargny. Les accidents de la route ont pour principale cause le non-respect du code de la route. Limiter les accidents de la circulation passe donc obligatoirement par un travail préalable de sensibilisation globale et transversale. Elle concerne tous les segments de la société. Le transport hippomobile est interdit en centre-ville, sur la VDN, l'autoroute, la corniche, entre autres. Avec cette formation, les cochers devraient désormais appliquer les règles afin d'éviter les accidents de la route. C'est vraiment important. On nous a formés dans toutes pièces. On connaît exactement maintenant le code de la route, à 100%. À l'époque, on ne connaît rien, mais à l'heure actuelle, on connaît tout. Je vais demander également à toutes les entreprises qui fabriquent des véhicules hippomobiles d'y adjoindre des dispositifs de signalisation comme les cathodiotes et les plaques réflectorisantes pour réduire les collisions nocturnes. Enfin, j'invite particulièrement les collectivités locales à mettre en place un service hippomobile pour le transport scolaire et la surveillance montée. De 2009 à 2013, 900 conducteurs de charrettes et de calèches ont reçu une attestation de fait de formation au code de la route. Cela dans le but d'impliquer tous les acteurs dans la lutte contre les accidents. Actualité hors de nos frontières au Mali. À peine arrivé, le gouverneur de Kidal contraint de faire demi-tour. Cette rentrée avortée de quelques heures dans la ville était censée marquer le retour de l'administration malienne dans le fief des Touaregs. C'est un passager pas comme les autres qui débarque jeudi à Kidal. Le gouverneur de la ville, de retour chez lui, entouré de ses préfets. Tout un symbole, cela fait 1 an et demi que le représentant de l'État malien n'avait pas mis les pieds ici. Je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Et la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. Mais rien n'est prêt dans ce bastion de la rébellion Touareg, déserté depuis des mois par l'État central. Il faut revoir les listes électorales, distribuer les cartes d'électeurs, et ce, avant le 28 juillet. Alors, sans plus attendre, les représentants de l'administration se mettent au travail. Nous sommes venus pour travailler, on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. Mais à Kidal, la situation reste tendue. Les seules banderoles qui accueillent le gouverneur sont celles des militants pro-Azawad. Ici, la sécurité est assurée par les casques bleus de la MINUSMA. Les soldats maliens, eux,
n'ont pas quitté leur camp depuis leur retour dans la ville il y a une semaine. Officiellement, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le jour où nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de populations qui nous acclamaient, mais beaucoup de populations sont intimidées aujourd'hui parce qu'il y a une petite minorité violente qui les intimide et je pense qu'ils ont dû lancer une ville morte aujourd'hui. Signe de ces tensions, le gouverneur ne restera finalement que quelques heures. Son retour avorté sonne comme un mauvais présage pour la tenue de l'élection présidentielle à Kidal. En ce premier vendredi du Ramadan, le climat en Égypte n'est donc pas à l'apaisement, au contraire, on note de nouvelles manifestations avec des pro-morsiers qui demandent le retour du président déchu. L'armée a pris position dans les rues du Caire, policiers et soldats mobilisés pour ce qui s'annonce comme une grande journée de manifestation. Les frères musulmans ont appelé à un grand rassemblement qui a commencé par une prière. La place Rabat Adawiya est noire de monde. Femmes et hommes réunis pour demander le rétablissement de Mohamed Morsi dans ses fonctions de président. Ensemble pour dire que l'armée a trahi le peuple. Tous ceux qui collaborent avec ces putschistes sont des traîtres à la révolution. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement et tout parti qui accepte de collaborer avec lui est un parti putschiste, un parti dictatorial, un parti qui se range aux côtés des traîtres et non des révolutionnaires. Les manifestants exigent le retour de Mohamed Morsi. L'ancien président n'est pas réapparu depuis son arrestation le 3 juillet. L'Allemagne a demandé au nouveau gouvernement de le libérer. Le pays reste sous tension, les anti-Morsi ont eux aussi prévu une nouvelle démonstration de force aujourd'hui, ce qui fait craindre de nouvelles violences. Nous restons toujours hors du Sénégal avec les préparatifs du Chant dédié à Mame Cheikh Ibra Fall, un grand magal, une première de cette envergure en terre étrangère. Les organisateurs visent le rapprochement des talibés Baye Fall basés en Europe de leur culture, nous dit Thierno Ahmadoussi. 11 place Mercure, Aulnay-sous-Bois, région parisienne. Cette maison est bien connue dans le secteur. Nous sommes au domicile de Serigne Touba Khadimou Rassoul. À l'intérieur, tout rappelle l'islam, le mouridisme. Ici, les Baye Fall ne parlent que du chant dédié à Cheikh Ibra Fall, événement prévu ce samedi 13 juillet. C'est un événement en fait, qu'on attend surtout que, sachant qu'au Sénégal, il y a un jour spécialement dédié à Mame Cheikh Ibrahima Fall qui est le 1er mai, dont moi-même j'ai été assisté la dernière fois à cette grande manifestation. Donc, comme je puis dire, c'est la première fois en France, bon, en ce qui me concerne, que j'entends ou je vois une organisation de cette ampleur. Un grand magal, à part le magal de Serigne Touba, ça sera un magal de Cheikh Ibrahima Fall, dédié spécialement à lui. L'hommage rendu à Cheikh Ibrahima Fall en France est une initiative de Serigne Cheikh Khadim Fall. Pour le petit-fils du fidèle compagnon de Bamba, il faut vulgariser l'œuvre du saint homme. Avec tout ce qui s'est passé avec les colons ici en France, c'est ici que ça doit se passer d'abord, avant dans un autre pays européen ou partout dans le monde. Donc notre mission à nous, c'est d'accompagner Serigne Cheikh Khadim Fall dans ce magal-là, comme c'est nous qui vivrons ici. Donc de l'assister et de l'accueillir avec les gens qui vont venir du Sénégal et d'autres qui vont venir dans les pays environs. Ce samedi, dans cette majestueuse salle, il y aura lecture du Saint-Coran, des zikrs, une conférence sur la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibra Fall. Cette initiative de Serigne Cheikh Khadim Fall vise à rapprocher les Sénégalais de l'extérieur de leur culture, de leur religion, de leur voix. Ici, il s'agit de la voie tracée par Khadimou Rassoul et bien suivie par Cheikh Ibra Fall. C'est ce qui vaut au premier Baye Fall, la reconnaissance de ses petits-fils. Retour au Sénégal avec les militants de l'APR de Toubatoul qui étaient en meeting. Les 96 villages qui composent la communauté rurale ont répondu à l'appel. Les responsables politiques de la localité se sont donné la main pour réussir le pari de la mobilisation et de la massification de l'APR d'Amsila. Toubatoul dans une forte mobilisation pour dire oui au programme Yoonu Yokkute du président Macky Sall.
Les militants des 96 villages qui composent la communauté rurale se sont donné rendez-vous à la place publique le temps d'un meeting. La rencontre est initiée par deux responsables politiques de l'APR de la localité. Il s'agit de Fatou Sène et Daouda Tine. Tous les deux animés par la même ambition, donner la victoire à l'APR aux prochaines élections, aussi bien dans la communauté rurale de Toubatoul que dans le département de Thiès. Selon ces deux responsables, l'heure est à l'unité et non à la division. Du coup, ils appellent leurs camarades à taire les querelles intestines et à se mettre au travail pour réussir le pari de la mobilisation et de la massification. La députée Awanyang, deuxième questeur à l'Assemblée nationale, a rehaussé de sa présence la manifestation. Elle a demandé aux militants de maintenir le cap pour donner la victoire à l'APR aux prochaines élections locales. La rencontre a servi de cadre aux populations pour exposer leurs doléances à la questeur. Il s'agit entre autres l'électrification de certains villages, l'extension du réseau hydraulique et la réalisation d'infrastructures sanitaires. Des doléances bien notées par la députée Awanyang. En direction des locales de 2014, le modèle Mouvement pour la démocratie et les libertés investit le terrain. Saint-Louis accueille un meeting de rassemblement du modèle. Synthèse Pabouna Thiaw. La salle Didier Marie de Saint-Louis a peiné à contenir les nombreux militants du modèle de la vieille ville venus assister à la rentrée politique de Cheikh Gaye, coordonnateur régional. Il pose ainsi sa candidature pour le fauteuil communal. La cérémonie a vu la présence des anciennes gloires du football de Saint-Louis. Le président du modèle a aussi profité de l'occasion pour réaffirmer l'ancrage de sa formation au sein de la coalition Macky 2012. Ibrahima Sall a aussi dit toute sa détermination à soutenir le candidat Cheikh Gaye pour les locales de 2014. Dans son plan d'action, le candidat du modèle entend descendre sur le terrain et aller à la rencontre des populations. À la manifestation ont également pris part les artistes de Saint-Louis. Cheikh Moussa Kamara de Ganguel a l'honneur demain samedi. L'Institut islamique de Dakar, de concert avec sa famille, organise un symposium sur son œuvre. De nombreux scientifiques sont attendus à la rencontre. Ils ont pour cahier de charge de présenter le savant Cheikh Moussa Kamara et les dimensions de ses écrits, nous dit Mamadou Samabo. C'est une dizaine de panélistes qui vont se relayer ce samedi à la tribune de l'Institut islamique de Dakar pour communiquer sur l'héritage scientifique et littéraire légué par Cheikh Moussa Kamara de Ganguel. Pour le comité scientifique, le symposium est organisé par devoir de mémoire. Je pense que le moment est venu de travailler sur ses idées, dites sur son idéologie. Parce que Cheikh Moussa Kamara, il avait une idéologie. C'est une idéologie de développement, une idéologie d'engagement. La création d'une société où il n'y a pas d'injustice, où il n'y a pas d'inégalité sociale. Non seulement il a écrit ses œuvres pour le démontrer, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a pratiqué. Parce que quand il écrit un livre, il essaie de le mettre en pratique. L'heure de la science a sonné au Sénégal, comme vous l'avez constaté. Donc c'est aussi le moment de travailler sur lui pour exhumer ses idées et les mettre au service de la population, au service du peuple sénégalais. L'objectif de la journée est donc de mieux faire connaître la pensée de Cheikh Moussa Kamara en orientant les jeunes chercheurs vers ses thèses. Il sera aussi question de faire un plaidoyer pour la numérisation complète de ces écrits qui, pour certains, ont fait l'objet de vols, de piratage ou tout simplement de mauvaise conservation. Cheikh Moussa Kamara, un savant à découvrir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.